Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'info. Une opération antiterroriste à Bruxelles jeudi s'est soldée par la mort de 2 djihadistes et l'arrestation de 13 autres. Des centaines d'anonymes se sont réunis en France dans la même émotion lors des obsèques des victimes du massacre de Charlie Hebdo. Mardi, 2000 personnes ont assisté à Jérusalem aux obsèques des 4 juifs tués à l'Hypercacher. Amnesty International a publié des images satellites de la zone des villages de Baga et d'Oron Baga au Nigeria, prises avant et après les massacres commis dans la région par la secte Boko Haram. Elles montrent les 3700 maisons, bâtiments et concessions détruites par les djihadistes. Le corps du touriste français Hervé Gourdel a été retrouvé par l'armée algérienne près du lieu où il avait été enlevé puis décapité en septembre par un groupe djihadiste. Et enfin, la chancelière allemande a participé mardi à Berlin à une manifestation contre le terrorisme islamiste. Dans le même temps, elle s'est inquiétée de la montée en puissance du mouvement anti-islam Pegida. Nous y reviendrons tout à l'heure. Bonjour Ali Bernavi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous comme chaque semaine, ancien ambassadeur d'Israël et historien. Est-ce qu'on peut dire qu'après les attentats en France et les opérations antiterroristes un peu partout en Europe, le vieux continent se réveille d'une certaine insouciance peut-être? Je pense que oui. En fait, l'insouciance était très exagérée. Vous savez, la France connaît ce genre de choses et l'Europe depuis des années. Je vous rappelle les grands attentats à Madrid, à Londres et ailleurs. Donc, c'est pas qu'ils ne savaient pas. Le Premier ministre Valls, dès son entrée en fonction, il avait mis en garde contre la menace terroriste. Donc, on savait. Donc ça, c'est les dirigeants, mais les sociétés, finalement. Ce qui change vraiment, c'est que face à cette attaque, face à la brutalité de l'attaque, je pense qu'il y a une nouvelle, non pas une nouvelle conscience, mais je dirais une nouvelle attitude. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on ne peut pas continuer comme ça et que le terrorisme islamiste s'en prend non pas à des individus, mais à cette civilisation. Qu'on est là dans une affaire très grave, aussi on n'y prend pas garde, on risque d'y perdre son âme. Et la réaction des Français, qui était d'ailleurs tout à fait extraordinaire, comme la réaction d'ailleurs de l'opinion mondiale, a été, je pense, pour une fois à la hauteur, et aussi la réaction de la classe politique française, dont on a dit tant de mal, pas toujours de manière injustifiée, il faut le dire. Et là, du coup, elle a été à la hauteur. Il y a une espèce de réaction morale que je trouve intéressante. Et maintenant, il faut suivre, voir si le soufflet ne va pas retomber. Mais je pense que quelque chose de très profond va changer là. Alors, cette semaine, je parlais avec un ancien général de l'armée française qui disait que pour lutter contre le terrorisme à l'intérieur des frontières, il fallait donner des moyens à l'armée pour lutter à l'extérieur des frontières, que le combat en fait passait par l'extérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette Je pense que oui, je pense qu'il faut faire les deux. C'est un combat à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, que les deux fronts n'ont jamais été aussi liés. On l'a encore vu à propos des frères Kouachi. Ce sont des fronts intimement liés. Alors, évidemment, votre interlocuteur a des intérêts professionnels à défendre qui sont légitimes. D'ailleurs, le président Hollande est revenu sur des coupes. Mais là, c'était des Français qui ont grandi en France. Ce n'étaient pas des terroristes qui sont venus de l'étranger. Oui, mais c'est Français qui a grandi en France. L'un d'entre eux est allé au Yémen. Les ordres, les instructions sont venus d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Le troisième homme se réclame de l'État islamique. C'est une nébuleuse internationale. Bien sûr que ce sont des Français, mais c'est une nébuleuse internationale. Et donc je pense que cet homme a raison. Mais il ne faut pas oublier le front intérieur, qui est tout de même extrêmement important, qui est un front européen. Là aussi, il y a beaucoup à faire sur le plan européen, parce que la France seule n'y parviendra pas. Il faut que ce soit l'Europe tout entière qui se mobilise. Et c'est un front où les moyens policiers et militaires seuls n'y suffiront pas. Il y a un énorme effort pédagogique, économique, social, sociétal à faire. Et ça, c'est là que j'ai le plus peur. C'est là que je me demande si l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, la France telle qu'elle est, sont capables d'un tel sursaut.
Alors restez avec nous justement, on va parler de l'Europe et de la situation sur le vieux continent avec l'Allemagne cette fois-ci. En Allemagne, les manifestations anti-islam se multiplient et inquiètent au plus haut point les autorités et dans le même temps, la population est préoccupée par de possibles attentats djihadistes. Avec nous, pour tenter d'y voir clair, Dreider Berger, présidente de l'American Jewish Committee à Berlin. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec plaisir, très heureuse de vous rejoindre depuis Berlin. Alors, on essaie de comprendre ici à Tel Aviv la situation. Que se passe-t-il actuellement en Allemagne ? Il y a beaucoup d'inquiétudes en Allemagne, surtout concernant les citoyens qui pourraient rentrer de Syrie et potentiellement commettre des attentats terroristes ici en Allemagne. Il y a aussi beaucoup de solidarité avec les Français en ce moment. Il y a un sentiment que c'était une attaque qui visait la civilisation européenne, les valeurs européennes et occidentales de liberté. Donc on voit un énorme mouvement de solidarité ici. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, si les tensions perdurent évidemment, une attaque mortelle contre des musulmans d'Allemagne, comparable à celles qui ont eu lieu à Paris? Bien sûr que quelque chose comme ça pourrait arriver en Allemagne, mais la communauté musulmane de l'Allemagne est très différente. Les 2/3 des musulmans d'Allemagne viennent de Turquie, d'autres viennent de pays comme l'Iran et d'autres pays du monde arabe. Et la tension ici n'est pas aussi ressentie qu'en France. Mais le problème, c'est que nous savons que les idées radicales circulent très rapidement partout en Europe, y compris en Allemagne. Les autorités locales sont très inquiètes. Partout en Europe, on se demande si on a les capacités de surveiller tous ces militants qui rentrent de Syrie, d'Irak et d'ailleurs. Ils pourraient vraiment être des bombes à retardement du terrorisme. Et les Juifs sont l'une des cibles principales. On le savait avant et malheureusement, cela a été confirmé avec l'attentat à Paris. Oui, mais actuellement, les manifestations qui ont eu lieu en Allemagne sont dirigées contre les musulmans. Donc, est-ce que vous pensez que ces manifestations pourraient conduire au meurtre de musulmans ? C'est difficile à imaginer que des musulmans puissent être tués. Il y a malheureusement eu des cas comme ça ici, comme celui d'une jeune femme musulmane qui a été attaquée et tuée dans un tribunal. Mais ce sont des incidents isolés pour l'instant. C'est vrai qu'il y a eu ces derniers temps de grandes manifestations anti-musulmanes en Allemagne, mais il y a aussi eu des rassemblements encore plus grands contre ces manifestations. Il s'agit de centaines de personnes qui sont venues dire qu'elles croient en une Allemagne tolérante où tout le monde vit ensemble dans la paix. Alors on sait que le monde entier a été choqué par les attaques de Paris. En Allemagne, la situation avait déjà été tendue auparavant. Est-ce que les attentats de Paris ont eu des conséquences dans votre pays ? Je pense qu'après les événements choquants de Paris, il y a encore plus d'inquiétude en ce qui concerne la sécurité en Allemagne. De l'inquiétude par rapport à la capacité de l'Europe à partager et échanger des renseignements, de l'inquiétude par rapport aux moyens de mettre fin à la radicalisation qui se propage si rapidement à travers les réseaux sociaux, à travers le bouche à oreille. Les réseaux sociaux ouvrent un chemin plus rapide vers la radicalisation et les forces de l'ordre, les services de justice et l'éducation nationale sont tous très inquiets de ce phénomène et tentent de trouver des moyens pour y mettre fin, pour empêcher ces jeunes qui cherchent une nouvelle identité de la trouver au sein d'une organisation terroriste comme l'État islamique. Il y a donc une immense inquiétude ici. Merci beaucoup, Madame Berger, d'avoir été avec nous. Avec plaisir, au revoir. Elie, vous pensez comme elle que peut-être l'Allemagne est le prochain foyer explosif de l'Europe? Je n'en sais rien. Ça peut être l'Allemagne, ça peut être la Grande-Bretagne, ça peut être l'Espagne, partout il y a des... Elle a l'air plus inquiète par le djihadisme que par les menaces sur les musulmans d'Allemagne. Oui, ça se comprend. Physiquement, c'est évident qu'il y a davantage... Le potentiel de violence contre les non-musulmans est plus grand que celui qui existe contre les musulmans. Le problème se pose un peu différemment et je voudrais le définir en quelques mots. Vous avez ces énormes manifestations sous l'égide de cette coalition contre l'islamisation de l'Europe qui s'appelle Pegida. Et qui est un phénomène à la fois, je dirais, attendu, naturel. On pourrait dire que le corps social réagit face à l'agression d'éléments exogènes, et en même temps très inquiétant. Il est inquiétant sur ce qu'il montre comme pulsion profonde, n'est-ce pas, xénophobe, il y a de cela. Et c'est inquiétant politiquement, parce que si
le combat contre l'islamisme, contre l'extrémisme musulman, ne peut se faire qu'avec les musulmans. Ça, si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris à la solution. Si on n'a pas avec soi la masse des musulmans, la masse modérée des musulmans, on est perdu. De la même manière qu'on ne peut pas combattre l'antisémitisme seul les juifs. Il faut des alliés. Et ces alliés ne peuvent se trouver que parmi les non-juifs dans la société ambiante. Ok, on va terminer à présent l'émission avec les États-Unis. Restez avec nous, Elie Barnavi. On parle donc à présent de la puissance américaine avec Bret Stephens, journaliste au Wall Street Journal et lauréat du prix Pulitzer en 2013. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, dans votre livre, vous parlez d'un retrait des États-Unis, de son repli. Est-ce que nous sommes témoins du déclin de l'Empire américain ? Oui, dans le livre, je parle de retrait plutôt que de déclin. Et la différence, c'est que le retrait, c'est un choix politique. Un président peut faire ce choix et un autre peut le défaire. Le déclin, en revanche, c'est quelque chose qui arrive à des pays en défaite. La Grande-Bretagne, par exemple, était en déclin après 1945. Dans mon livre, j'explique que les États-Unis ne sont pas en déclin, au contraire. D'un point de vue économique, regardez le dollar qui se renforce ces dernières années. Mais nous avons aussi fait un choix politique de retrait militaire et stratégique, ce qui a créé des vides de pouvoir dans le monde. Et ces vides là, eh bien, ils sont remplis par des organisations comme l'État islamique ou des dirigeants comme Vladimir Poutine. Vous voulez dire qu'Obama a fait ce choix du repli ? Oui, vous savez, lorsqu'Obama est arrivé au pouvoir, il promettait de construire la nation sur son propre territoire. Il disait que la guerre s'éclipsait, qu'Al-Qaïda était sur le chemin de la défaite. Et ces retraits américains d'Irak, d'Afghanistan et de la réduction de la présence militaire des États-Unis ont créé un sentiment dans le monde que les États-Unis ne sont plus aussi engagés comme ils l'étaient il y a 20 ans à garantir la sécurité de ses alliés et de jouer le rôle de gendarme dans le monde. Et cette perception est dangereuse pour les États-Unis. C'est une répétition des erreurs commises dans les années 20 et 30. Mais est-ce que c'est forcément négatif pour les États-Unis de se replier comme l'a fait, selon vous, Obama ? C'est difficile dans un monde qui a connu la sécurité et la stabilité de la puissance américaine depuis 1945. Mon argument est toujours le même. Lorsque vous créez des vides de pouvoir dans le monde, ces vides sont remplis. Ils ne seront pas remplis par des gentils petits comités, ils seront remplis par des personnes totalitaires. Nous ne voulons pas faire partie d'un monde où des pays comme l'Iran, la Russie, la Chine se sentent forts et sûrs d'eux. Et des petits pays qui ont fait confiance aux États-Unis pour leur sécurité, comme Taïwan, l'Estonie ou encore Israël, se retrouvent seuls à affronter tout cela. Quand on regarde la politique étrangère américaine au Moyen-Orient, vous pensez qu'il s'agit là aussi d'un repli ? Pour l'instant, oui. Et c'est pour cela que le Moyen-Orient est comme il est aujourd'hui. Si vous regardez la situation en 2009, il y avait un moment opportun pour la politique américaine. On avait une guerre avec l'Irak qui avait l'air d'être gagnée. L'Irak se stabilisait, il y avait une révolution en Iran et donc possibilité de renverser le régime iranien démocratiquement en soutenant cette révolution verte. Donc il semblait y avoir beaucoup de circonstances favorables pour les États-Unis au Moyen-Orient. Et c'était aussi le cas il y a quelques années. Mais le choix de ne rien faire n'entraîne pas de meilleures conditions pour atteindre une paix au Moyen-Orient. Au contraire, ça entraîne une situation où les méchants sont en train de gagner. On a le Hezbollah et l'Iran d'un côté, et puis l'État islamique et le djihad sunnite d'un autre. Je ne pense pas que cela soit bon pour les États-Unis et certainement pas pour Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Elie Barnavi, les États-Unis ont repli en politique étrangère au Moyen-Orient, je pense que ça, vous êtes d'accord ? Oui, mais je ne voudrais pas juger un livre que je n'ai pas encore lu, que je lirai parce qu'il m'a l'air intéressant. Je suis d'accord qu'il y a globalement une espèce de repli, ou du moins de sensation de repli américain du monde. Mais ce que Steven oublie de nous dire, c'est qu'il est largement dû à deux facteurs, peut-être qu'il l'a dit dans son livre. C'est d'abord le fait que ces phases d'interventionnisme et d'isolationnisme sont récurrentes dans l'histoire américaine. Oui. Et que souvent, après une phase d'extrême interventionnisme, il y a une phase de relatif isolationnisme. Deuxièmement, que s'il y a retrait américain, il est largement dû à la politique désastreuse du prédécesseur d'Obama. Je veux dire, sans l'affaire irakienne, qui a été un fiasco... qui a décrédibilisé les États-Unis finalement. Qui a été un fiasco monumental sur tous les plans, sur le plan militaire, politique, éthique,
bref, c'était une catastrophe. Et la manière désastreuse dont a été conduite l'affaire afghane, où il fallait aller, mais pas de cette manière, on n'a pas le temps d'analyser ces deux cas plus outre. Il est possible que cette phase de repli n'aurait pas eu lieu d'être. Et troisièmement, je pense que c'est un peu tôt. Il reste à cette administration encore 2 ans. Et d'après ce qu'on a vu de l'exemple cubain, justement, mais aussi d'autres initiatives, il me semble que ce président n'a pas encore dit son dernier mot. En tout cas, ce sera le dernier mot de notre émission. Merci beaucoup, Ali Barnavi. Et c'était Le Monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.